Bonjour, bonjour à toutes et tous, et particulièrement un grand bonjour à toi, Karine. Merci beaucoup de me rejoindre dans cette interview aujourd'hui. Merci. Bon, à toi déjà de m'avoir invité et bonjour à tous. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, ce que je te propose, c'est, si tu veux bien nous parler un petit peu de ta vie avant l'hypnose et éventuellement comment cette dernière a pu influencer ta pratique aujourd'hui. Et je crois qu'assez naturellement, tu vas être amené à nous présenter un peu tes différents axes de pratique qui sont assez spécifiques dans le monde de Oui, l'hypnose. oui. Alors en fait, j'ai été élevée aux Antilles, dans les Antilles, enfin dans les Dom-Tom, parce que j'ai commencé, je suis née au Vietnam, d'un papa vietnamien, une maman canadienne, et ensuite mon père a été muté dans diverses îles françaises. Donc j'ai fait une partie de mon enfance à La Réunion. Et puis ensuite en Martinique, et je suis arrivée à 14 ans en Guadeloupe. Voilà, donc j'ai jamais habité en métropole, jamais. Enfin, j'y vais en vacances, mais je n'y ai jamais vécu. Et puis, à l'âge de 17 ans, je suis partie faire des études au Canada pour obtenir l'équivalent d'une licence en criminologie. Parce que depuis toute petite, je voulais à la base être dans la police, je voulais suivre les grands criminels. J'étais très intéressée par les tueurs en série notamment, et je voulais intégrer Interpol. Et voilà. Donc en fait, j'ai commencé par des études en criminologie. De là, j'ai fait mon stage sur les 2 dernières années dans un institut de psychiatrie légale, qui est l'Institut Philippe Pinel de Montréal, qui est assez réputé dans le monde de la francophonie en termes d'institut psychiatrique. En fait, c'est une forme, c'est comme un SMPR géant. C'est un, c'est un, c'est un centre en fait où sont accueillies les personnes qui ont commis des crimes et des délits, mais sous l'emprise d'une maladie mentale, avec des unités spécifiques. Et moi, à l'époque, j'étais dans l'unité des psychotiques dangereux, ça s'appelait à l'époque. À mon avis, ils ont changé depuis. Donc, des personnes qui avaient commis des crimes violents sous l'emprise de la maladie mentale. J'ai fait mon stage, toujours passionnée. Simplement, je me suis dit que j'étais très jeune pour commencer après mon parcours professionnel. J'ai passé les tests pour entrer dans une école de police. Et quand j'ai été acceptée, bah, j'ai reculé en fait. J'ai décidé de partir 1 an à l'étranger, sac à dos. Je suis devenue jeune fille au pair en Angleterre. Et puis, je suis revenue pour le temps, en fait, parce que je voulais recommencer un autre parcours pour faire du droit, pour être avocate. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai l'équivalent aussi d'une licence en droit au Canada toujours. Et puis, juste avant, donc c'est vraiment, j'ai un parcours un petit peu atypique, marqué par tout ce qui me plaisait sur le coup. Et sur le coup, ce qui m'a plu, c'est celui qui est devenu mon mari, en fait. C'est-à-dire que juste avant de terminer mes études, j'ai tout quitté au Canada pour revenir m'installer en Guadeloupe, alors que j'en avais absolument, à la base, aucune envie. Je voulais rester au Canada, canadienne, voilà, insérée dans ce milieu de vie qui était vraiment le mien à l'époque. Donc, je suis restée une dizaine d'années, en fait, un petit peu moins de 10 ans au Canada. Et je suis revenue en Guadeloupe avec une grande difficulté, c'est que j'ai voulu rentrer dans la police au début. Impossible, impossible en le sens qu'il fallait que je reparte en métropole pour faire une école de police, pour travailler en plus en métropole, chose que je ne voulais pas, parce faut que tu fasses tes premières années en métropole, je ne voulais pas. Et puis, en droit, c'était compliqué, je ne pouvais pas passer juste des examens comme au Canada, les examens du barreau pour être avocate juste après. Il fallait que je recommence la maîtrise, puis ensuite une école du barreau. J'ai pas du tout eu envie. Je venais de me coller à peu près 8 ans d'études. J'avais pas du tout envie de repartir sur un cycle. Et puis j'étais surtout installée dans un début de vie familiale. Donc ça m'a pas du tout plu. Et de là, j'ai fait, mais alors, un paquet de boulots divers et variés. J'ai été clerc de notaire, j'ai travaillé dans un service juridique bancaire, un service de recouvrement, de contentieux. Enfin, j'ai vraiment sur peut-être ouais, 5 ans, fait d'abord un parcours plutôt de forme juridique, on va dire comme ça. Et puis j'en ai eu assez, ça ne me convenait pas. C'était pas du tout ce que les méthodes, les pratiques professionnelles que j'avais apprises au Canada, ça ne me convenait absolument pas.
Du coup, j'ai d'abord essayé, j'ai eu un petit moment, j'ai eu, je crois, pendant 2 ans, j'ai monté une boîte. Tu sais, ce sont les cheveux pour les personnes qui ont des cheveux, les personnes de type afro-antillaise, donc cheveux crépus ou lisses, et pour faire des tissages, des mèches, des choses comme ça. Complètement rien à voir. J'ai Ok. voulu tester, j'ai eu une opportunité, c'était une opportunité. Et puis très sympa, mais je n'étais pas assez organisée. C'était chouette, par contre, j'ai fait des jolies rencontres. J'ai tout revendu et mon stock et mon fichier clientèle. Et puis ensuite, j'ai basculé pareil dans autre chose. J'étais assistante administrative dans une boîte d'infographie. Infographie. Et en fait, j'étais en train de me dire, mais quand c'est que c'est arrivé la transaction d'officine? Parce que entre-temps, je me suis lancée dans la transaction d'officine avec une boîte parisienne de Boulogne-Billancourt qui m'a proposé en fait une antenne ici en Guadeloupe et je m'occupais de transactions d'officine parce que bah, je savais faire, c'était un peu dans mes cordes. Et puis voilà, ça m'a mis un pied dans le monde de la pharmacie, de l'officine. De là, au bout de 2 ans, je tenais pas longtemps. Moi, c'était 2 ans et après, je partais. Et j'ai fini par trouver quelque chose où je suis restée un peu plus longtemps. J'étais commerciale. Je vendais des produits Vichy en pharmacie. Donc, ça n'avait absolument rien à voir. Et c'est là où je me suis le plus éclatée. Je suis restée 10 ans. Et Ouais. j'ai adoré ça parce que j'adore en fait le contact humain. Et c'est surtout ce que j'aimais là-dedans. J'avais aussi de très très bonnes compétences de vente. Je crois que je suis une très bonne commerciale. Ça m'aide beaucoup pour l'hypnose d'ailleurs, je pense, pour convaincre les gens. Et du coup, j'ai passé de chouettes années jusqu'à ce qu'à un moment donné, ben, il y avait une espèce de saturation. Je m'ennuyais un peu, puis je me rendais compte que ce que j'aimais le plus, c'était écouter les problèmes des gens, discuter, parler, échanger. Et puis, j'avais vraiment un fort rappel de mes études antérieures, de la criminologie. Et comment ça s'est passé ça? J'ai commencé à envisager un vrai changement, un tournant professionnel. Je me suis inscrite à l'IED pour les études en psychologie. Avec ce que j'avais fait en criminologie, le diplôme de criminologie, en fait, une licence c'est un diplôme de sciences sociales au Canada. Avec ça, tu peux travailler comme criminologue, pardon, et tu as de très bonnes bases en fait dans la relation d'aide. En fait, c'est vraiment une licence de relation d'aide spécialisée dans le domaine criminologique. Donc, j'ai quand même une bonne base de ça, de la relation d'aide, et ça m'a donné envie de poursuivre. En psycho, je suis rentrée euh, et je suis sortie, je suis passée en deuxième année avec une super moyenne, mention burn-out. Donc, j'ai eu une très très bonne moyenne. En fait, je travaillais en même temps, si tu veux, au, c'était pour L'Oréal, une espèce d'antenne qui revend les produits L'Oréal. Comme commerciale, j'étais maman de 2 enfants, c'était quand même assez lourd. Et en plus, je faisais les études. Donc en fait, j'ai pas vraiment fait un burn-out, mais disons que ça a un peu éclaté le tout. Et puis, ça se passait plus très bien. Ben ouais, pratiquement 20 ans après à la maison. Donc, il y a vraiment eu des bouleversements à ce moment-là. Et un jour, je crois il y a eu un confrère, hein, Edgar Smadjak, que tu connais, qui a dû nous parler à l'époque, parce que je faisais mes études de psycho avec lui. Il a dû nous parler qu'il commençait l'hypnose. Et puis, il était très passionné par ça. Alors, du coup, je crois que, tu vois, j'ai dû entendre parler de ça déjà par lui. Puis ensuite, j'ai rencontré quelqu'un ici, j'ai essayé une fois, puis je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire, j'adore ça. Je me suis formée au technicien ici en Guadeloupe, dans une bonne école, hein, franchement. Et puis ensuite, ouais, c'était une bonne école. Puis ensuite, j'ai fait toutes sortes de formations sur Internet, toutes sortes de choses. Et puis, au final, j'ai fait les formations de la FNH. Et puis, j'ai terminé par faire mon praticien là. Et j'ai très vite, hein, de toute façon, j'avais déjà commencé. Dès que j'ai connu l'hypnose, je pratiquais tout le temps, partout, dans la rue, avec les amis, tout le temps. J'essayais tout le temps. Dès que j'allais quelque part, je voyais quelqu'un qui avait mal. Attendez, je vais essayer une technique. J'ai toujours adoré ça. J'étais vraiment une grande passionnée de l'hypnose. Donc, ça a Je peux, commencé comme ça. Oui, je t'en prie. super, c'est passionnant. Je peux rebondir là-dessus immédiatement parce que je crois que effectivement le fait d'avoir cette pratique, en tout cas peut-être au début, pareil quand j'ai découvert l'hypnose, j'en parlais tout le temps, Oui, j'avais hypnotisé tout le monde, etc. oui,
avec le temps, je ne sais pas si tu en es là aussi ou pas d'ailleurs, hein, je ne vais pas faire de suggestions ou de projections. Mais c'est vrai qu'il y a, voilà, quand on a beaucoup pratiqué l'hypnose, en tout cas, moi, je me sens moins dans une espèce d'émulsion, tu vois, ou de le faire encore pareil en Alors, soirée, etc. En revanche, juste la question sur laquelle je voulais t'emmener, c'est peut-être que c'est une question de personnalité, mais je crois que pour les gens qui nous écoutent, euh, euh, comment dire, explorer comment toi, tu t'es rendu facile le fait de pratiquer, parce qu'effectivement, c'est une discipline, probablement que ça vaut pour toutes les disciplines, mais c'est encore plus vrai pour l'hypnose. C'est beaucoup la pratique qui va créer ah l'aisance, oui, qui va créer la oui. confiance, qui va créer le sentiment de compétence et de légitimité. Toi, qu'est-ce Ben, qui t'a les permis de gens, te jeter à l'eau comme ça? ouais, en fait, j'en parlais tellement, j'aimais tellement ça que ben, les gens ont commencé à venir me voir. Donc, j'avais une amie qui m'avait proposé, elle avait un salon de coiffure, puis elle avait une pièce à part. Elle m'avait proposé de l'aménager pour que je puisse pratiquer là. Et j'ai commencé comme ça, et gratuitement. Toujours au début, j'ai commencé vraiment gratuitement parce que je n'envisageais pas tant que, tu vois, je me sentais moi prête à le faire, de faire autrement. Mais ça a commencé quand même assez rapidement, hein. J'ai quand même eu du monde assez facilement et rapidement, euh, très vite. Et quand j'ai commencé, je le faisais de façon très joyeuse, ludique. Et quand il y a eu des problématiques qui sont arrivées un peu plus sérieuses, là j'ai un peu formalisé. J'ai créé mon entreprise, j'ai fait des, tu vois, j'ai fait des choses. J'ai décidé de, voilà, j'ai fait des cartes de visite pour les donner partout dans la rue. Enfin, j'ai fait une ou deux fois ça. Puis en fait, honnêtement, personnellement, moi je pense que c'est vraiment le bouche à oreille qui permet de quand ça marche, bah, les gens ils sont contents, ils en parlent autour d'eux et puis l'entourage revient en fait. Moi, c'est vraiment comme ça, même aujourd'hui, hein, même au niveau du cabinet, parce que j'ai donc la moitié en institutionnel, la moitié en cabinet. J'ai pas de soucis, j'ai jamais fait de pub, j'ai pas de page, j'ai pas de site internet. Bon, ça, c'est une volonté de ma part aussi, parce que la Guadeloupe, c'est quand même un milieu petit et intervenant en milieu carcéral, ben, j'ai juste pas envie qu'on sache, voilà. Euh, voilà. Ça m'arrive très souvent de croiser des personnes détenues qui ont été, d'ex-personnes détenues qui ont été libérées, mais très souvent, en fait, c'est vraiment très petit, cette île. Tout le monde se connaît, tout le monde. Et c'est un domaine de pratique très particulier, hein, pour les personnes qui interviennent en milieu carcéral, parce que tu as de la famille avec la personne qui est dedans, tu as de la famille avec le juge, avec l'avocat, mais tout le monde, c'est très petit, c'est 400 000 personnes, je crois, il me semble. Là, je dis peut-être des bêtises en Guadeloupe, tu vois, et puis concentré sur des villes principales, donc les gens se connaissent. Les personnes détenues, même entre elles, viennent très souvent de quartiers dits difficiles et ils se connaissent, ils ont vécu des histoires, tu vois. Donc c'est pas simple, on va dire, en termes de, voilà, d'anonymat. C'est pas trop possible, donc c'est pas quelque chose que je fais. Moi, c'est vraiment le bouche à oreille qui fonctionne. Mais je pense que quand je parle avec des collègues, c'est un peu la même chose, hein, les collègues qui fonctionnent. Moi, c'est plutôt ça, hein, qui marche. Tu en as beaucoup qui ne font pas de pub, qui ne font pas de ramdam autour, qui ne font pas de formation et qui marchent très, 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 très bien. Est-ce que tu es en train de nous dire, tu me corriges évidemment j'interprète ou si je projette, j'ai l'impression que ce que tu dis, c'est euh, au départ, tu as construit la compétence en limitant la pression, par exemple en faisant pas payer, en travaillant gratuitement, en tout cas pour te faire connaître, pour faire tes armes, entre guillemets, t'entraîner à l'outil, développer justement Oui, de la compétence et de la oui. légitimité. Et puis ensuite, le, le travail d'excellence, là je m'enflamme peut-être un petit peu, mais voilà, la volonté de travailler pour justement être la meilleure praticienne possible, de sorte à ce que tu crées un bouche-à-oreille positif par les résultats que tu as, quoi. Alors, le fait de travailler pour devenir la meilleure praticienne que l'on peut, c'est vraiment, pour moi, c'est un prérequis. C'est-à-dire que un, un hypnothérapeute, euh, enfin, quand je dis hypnothérapeute, je parle de la thérapie qui utilise l'outil hypnotique ou le- l'accompagnement des thématiques classiquement rencontrées dans le cadre des psychothérapies. Je pense, et ça c'est une conviction personnelle, qu'on ne peut pas le faire sérieusement sans un solide bagage théorique. C'est
Voilà, ça c'est ma façon de faire. C'est une thématique. Je ne vois pas comment, avec une personne qui arrivera avec des problématiques d'addiction lourdes, hein, une addiction de toute façon par définition est toujours lourde, mais de consommation de produits ou d'alcool ou peu importe, excessive, difficile, problématique, à risque, arriverait. Oui, tu peux avoir des exceptions. J'en ai eu. Je pourrais l'évoquer, cette exception, elle m'a toujours beaucoup marquée, mais il vaut mieux quand même savoir d'abord comment accompagner, comment rediriger et vers qui rediriger s'il y a besoin. C'est important, je pense. Et ça, il y a que là, c'est pas la pratique qui va apprendre ça, c'est avoir un solide bagage théorique, informationnel, tu vois. Enfin, ça, c'est mon idée, hein. Ça fait plutôt sens. J'ai l'impression que, et peut-être que tu pourras nous donner des précisions justement sur le parcours en institution, mais de ce que tu disais, c'est que ta formation en criminologie t'a déjà permis d'installer Oui. une espèce Oui, de complètement. En terreau relation d'aide, en notamment, relation oui. d'aide. Et puis, oui. Et sur des problématiques comme en psychopathologie, ou, tu vois, il y a des thèmes j'avais déjà eu un bon bagage. Voilà. Donc, et puis, bon, après toutes ces années, il a fallu quand même que je réactualise, hein, le bagage, hein. Et puis, en termes aussi de cadre, il n'est pas le même au Canada qu'en France. Donc, il a fallu des adaptations. Et puis, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, en fait, finalement, alors pour poursuivre, ça a été un grand hasard. Un hasard. J'ai rencontré un médecin que je savais intervenir, que je connaissais pas, mais que je connaissais par personne interposée. Et j'ai rencontré en faisant mes courses. Et on a échangé. Je suis allée vers lui, hein. Je savais que ça faisait longtemps que ça me trottait dans la tête de reprendre un peu là où j'avais laissé au Canada. Et je lui ai parlé, je l'ai abordé carrément, je lui ai expliqué qui j'étais, que je savais ce qu'il faisait. Et il m'a dit, écoute, c'est intéressant ce que tu proposes, hein. Il y a peut-être un moyen de faire quelque chose. Et en fait, on a monté on a répondu à un appel d'offres de l'ARS, l'ARS régionale, hein, donc l'ARS Guadeloupe, euh, dans le cadre des appels à projets, tu sais, des fonds pour la lutte et la prévention en ce qui concerne les addictions, Ok. et avec spécificité en milieu carcéral en ce qui me concernait. Donc, voilà, ça s'est passé comme ça. Et au début, il m'avait dit, bon, ben, on va faire l'essai. Et chaque année, mes conventions sont renouvelées. Donc, en fait, j'interviens 3 jours par semaine au centre pénitentiaire de Bémao, sur l'unité des hommes, ce sont des hommes, voilà, à l'unité sanitaire somatique, des soins somatiques, mais aussi maintenant j'ai changé de locaux, je suis depuis presque un an là sur l'unité des soins médico-psychologiques, donc là où il y a les psychiatres et les psychologues. Ce sont des unités hospitalières en milieu pénitentiaire. Attends, et c'est Donc, marrant enfin c'est marrant, je sais pas si c'est le bon mot, mais c'est étonnant que tu aies commencé par le somatique parce que j'ai l'impression que une des frontières qui est pas la plus difficile à suivre, entre guillemets, dans notre pratique d'hypnose ou d'hypnothérapie, c'est qu'on oui, travaille plus sur le psychologique, en tout cas sur les affects, sur les émotions, tout à plutôt fait. que sur le soma. Et toi, tu es Alors rentré par le l'idée, soma, par le mais corps? complètement pas. Exactement, tout simplement pour une bonne raison, c'est que c'est purement réglementaire. C'est-à-dire que les prérogatives addictives des addictions sont réservées à ce qu'on appelait à l'époque l'UXA, aujourd'hui l'US. C'est l'unité, voilà, des soins somatiques, en fait. Ok, c'était C'est une forme de l'infirmerie de la découpage. Ouais, prison. d'accord. Voilà, tu vois. Et donc, concrètement, Donc pour c'est ceux qui vraiment nous écoutent, des prérogatives réglementaires, hein, ok. législatives. Et donc maintenant, tu es en train enfin, t'as transité vers bon, mais ça, c'est un Oui. peu le découpage. Et donc, ce que ça veut dire, parce que tout le monde se fait peut-être pas une idée très précise, c'est que 3 jours par En semaine, fait, tu vas à la prison. en gros, en prison, tu as 2 unités hospitalières. Tu as l'infirmerie où on va quand on a des problèmes voilà, du corps somatique classique, hein, des médecins, où il y a des médecins, des infirmiers. Il y a aussi un médecin addictologue, il y a des kinés, il y a des dentistes. C'est une petite unité, mais elle tourne très, 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 très bien. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de passages, je veux dire. Et puis, tu as juste à côté, séparé par un petit couloir,
tu as le SMPR, donc c'est l'unité hospitalière, mais médico-psychologique, où il y a les psychiatres, il y a des psychiatres, il y a des psychologues, il y a une, euh, une assistante sociale, et puis il y a, non, c'est à peu près ça. Et puis un petit secrétariat dans les deux cas, dans les deux unités. Et donc, alors ce sont les médecins qui m'envoient, les médecins de l'UXA, donc de l'unité somatique, qui m'envoient euh, les, les personnes, si tu veux, il y a toujours un- un- des évaluations à l'entrée. Et là, il y a un repérage qui se fait par rapport aux personnes qui ont des problématiques de consommation. Et en fait, systématiquement maintenant, ils envoient, quand il y a des problématiques addictives, parce que là, on vient de transférer, c'est tout nouveau, les compétences de l'addiction au SMPR plutôt. Donc, Ok. maintenant, c'est le chef de service du SMPR qui est responsable de ça. Et donc, c'est directement envoyé au SMPR et aussi dans le cadre d'outils d'accompagnement à l'hypnothérapeute. Donc, j'ai des feuilles. Et puis là, je fais mon planning, j'organise mon planning. J'interviens 2 jours et demi. Et puis, sur là, et puis sur une demi-journée, donc une matinée, j'interviens sur un régiment de l'armée qui est spécialisé dans la réinsertion, dans l'insertion pardon, professionnelle et sociale des jeunes en difficulté. Ça s'appelle le RSMA, c'est le régiment du service militaire adapté. Et là, toujours avec une convention ARS, je travaille aussi à l'infirmerie en fait de ce régiment-là, donc avec une équipe médicale. Et j'interviens dans le cadre spécifique des jeunes recrues qui sont en fait testés positifs au cannabis. Il y en a beaucoup, beaucoup en Guadeloupe. Ok. Enfin, il y a une grande, je ne dis pas des recrues qui consomment du cannabis, mais il y a quand même dans la population, il y a pas mal de personnes qui consomment du cannabis en général. Et, excellent. Et juste pour que je comprenne bien, tu dis que tu avais déjà commencé à te spécialiser par tes recherches théoriques, notamment sur les mécanismes de l'addiction, pour que Non, quand tu as non. rencontré ce médecin, alors c'est dans Alors le sens que ça s'est là, fait, il y on a est une rentré opportunité. dans ce sens-là, mais moi, ce que je voulais à la base, c'est de faire de l'hypnose pour tout ce qui est stress, anxiété carcérale. Moi, à la base, c'était ça que je voulais faire, Ok. tu vois. Et ben, ça n'a pas évolué comme ça, parce que du coup, avec une augmentation des compétences, et puis ne serait-ce que et puis c'est important aussi pour les personnes, même en général, mais même pour eux-mêmes, et puis pour l'image de sérieux qu'ils peuvent renvoyer. Je parle des personnes qui débutent ou même qui veulent se lancer là-dedans, de pouvoir intervenir ou travailler avec des personnes avec le même langage, avec la même culture scientifique, les mêmes cultures techniques, disons, par rapport, par exemple, je parle de moi aux addictions. C'est important de parler de la même chose avec le même type de langage, de comprendre les mêmes problématiques de la même façon. C'est important, voilà, il y a je pense que quand on veut travailler de façon sérieuse, dans quel que soit dans le domaine en hypnose, hein, je parle, mais où on voudrait aller, parce que je connais des personnes qui interviennent en centre hospitalier, par exemple sur tu vois, des unités de soins palliatifs, c'est important de pouvoir communiquer de la même chose sur la même chose. Et donc, du coup, il y a une culture à apprendre, à avoir, à se faire et à ne jamais lâcher. Je pense que toi comme moi, on sait que l'importance de toujours se former, lire, se renseigner sur les nouvelles approches hein, qu'on peut avoir, je sais pas moi, du trauma, de l'addiction, de la, du travail sur les personnes qui cherchent à perdre du poids, tu vois. Et si je reformule, mon idée étant aussi de continuer de clarifier au maximum, et puis surtout pour les gens qui nous écoutent, que ce soit le plus utile, le plus inspirant possible, j'ai l'impression que toi, tu avais déjà un driver fort, c'est-à-dire que tôt dans ta vie, tu avais cette appétence pour la criminologie, pour Oui, aider ces personnes-là. oui, Euh, oui, T'as eu, en te formant en hypnose, j'entends quelque chose dans ce que tu dis, et c'est vrai quand on travaille dans ce milieu-là, on est un peu nos propres commerciaux, quoi. C'est-à-dire que si on en parle tout le temps, entre guillemets, oui, quand on fait nos courses, etc., bah, ça peut amorcer ou ça peut contribuer à dynamiser la pompe, entre guillemets, de, bah, voilà, oui, de se bouche-oreille, en tout cas de se faire connaître. J'entends aussi que tu as un peu créé ton opportunité, quoi. C'est-à-dire, tu oui. connaissais ce médecin, tu l'as Ah trouvé, bah tu y es oui, allé.
je savais qu'il faisait ça. Je me suis dit, tiens, on essaye, mais je m'attendais à rien du tout là-dedans, tu vois. Donc oui, oui, clairement, j'ai créé une opportunité. Euh, Aujourd'hui, voilà, c'est ça, j'interviens depuis 5 ans maintenant euh, dans des unités médicales en utilisant l'hypnose quasiment exclusivement, les techniques EMDR aussi, mais c'est à peu près tout. Hein. Pour le trauma, c'est à peu près tout. Alors si en prison, je me suis aussi formée au développement des compétences psychosociales et à la CNV. Ça, je le fais depuis 2 ans pratiquement maintenant. Donc, c'est vraiment pour pouvoir créer, organiser, animer des ateliers pour les personnes détenues, de toutes sortes de choses, hors hypnose, si tu veux. Yes. Donc, je fais ça aussi. Mais c'est vrai que je fais, ça occupe toute ma vie presque. Je parle de professionnel, c'est toute ma vie professionnelle pratiquement. Parce que même en cabinet, bah, du coup, je me suis quand même créé aussi un réseau où j'ai pas mal de professionnels qui vont m'envoyer des personnes victimes aussi d'actes de violence. Donc, j'ai quand même beaucoup, et c'est ce que je disais quand je parlais à un moment donné, quand les gens ils viennent me voir, ils s'en foutent complètement de ce que je vais faire. Je peux avoir je peux avoir mis hypnose, et que ce soit hypnose ou autre chose, tout ce qu'ils veulent, eux, c'est que leur problématique s'arrête. Et tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment une adhérence à il faut que mon problème il soit soulagé quelque part d'une façon ou d'une autre. Euh, et j'ai une position par rapport à l'hypnose et la thérapie qui est assez particulière parce que je ne veux pas être méchante, mais pour moi, l'hypnose, c'est extrêmement facile. Quand tu as compris les mécanismes, comment ça se jouait, les mécanismes attentionnels, les mécanismes tu peux en 15 minutes apprendre à faire de l'hypnose sur YouTube. Tu vois ce que je veux dire? C'est mettre quelqu'un en hypnose, pas tout le monde évidemment, tu vois, mais le faire comme tel, c'est super facile. Puis c'est pour ça qu'il y en a tant qui le font. Maintenant, la différence, c'est le côté thérapie, c'est-à-dire pouvoir aider et accompagner quelqu'un à dépasser des problématiques, dans mon cas souvent graves, grâce à des outils divers. Moi, j'utilise énormément le tapping et le MDR, combiné à l'hypnose. Je trouve que c'est un des trucs les plus puissants, ou en tout cas à l'état hypnotique, si tu veux. Je ne vais pas faire forcément une induction, mais la personne à la fin d'une session EMDR, elle est dans un état modifié hein, de conscience et que je vais utiliser pour approfondir par les outils hypnotiques que je connais et puis ensuite travailler sur la problématique telle que j'aurais préalablement, et je te parle de plusieurs années en avance, euh, dont j'aurais acquis les bases théoriques pour savoir à peu près où je m'en vais. Et c'est super important. Et c'est ce qui fait que c'est efficace aussi, parce que j'ai quand même tu vois, quand je reçois quelqu'un, j'ai un chemin, je sais où on s'en va un petit peu, tu vois, même si la personne en elle-même est une découverte. Je me lasse absolument jamais à mettre quelqu'un en hypnose. Jamais, 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 jamais. Tu vois, je lisais là il n'y a pas longtemps un confrère qui disait que oui, ça peut, moi jamais. Et jamais non plus sur la thématique, comment on appelle, c'est jamais la même chose. Qu'est-ce qui sous-tend une problématique? Ce n'est jamais la même chose parce que ce ne sont jamais les mêmes histoires de vie. Donc, en fait, c'est toujours nouveau. Tu vois, le chemin qui mène une personne qui entame une consommation à une addiction, le chemin, il est long. Alors oui, on connaît hein, les mécanismes addictifs, comment ils fonctionnent, comment ça se met en place. Mais par contre, l'histoire personnelle de la personne et puis comment ça s'est mis en place, ça, c'est toujours nouveau. Et donc, on aura toujours des inductions, des entrées. Alors, je dis ça, mais en fait, c'est pas tout à fait juste. Je me sers de l'histoire de la personne dans mes inductions. Par contre, je suis devenue effectivement très flemmarde pour mes inductions parce que je fais ce qui fonctionne le mieux. Je fais un truc tout bête. Je fais de l'Hellman, les paupières collées et ça marche toujours super bien. Je faisais beaucoup le swan à une époque, tu vois, surtout en milieu carcéral pour montrer, tu vois, montrer aux personnes l'ambivalence, la résistance et l'ambivalence. Et ça, c'était vachement bien, tu vois, le swan pour ça. Mais c'est vrai, je le fais de moins en moins parce que des fois, les personnes, comme c'est assez rapide, tu vois, ce sont des techniques d'induction rapide, les personnes sont, je fais pas de façon
ericksonienne. On y va d'un coup et puis très rapidement. Mais en milieu carcéral, c'est pas forcément évident de tu vois, la personne qui va observer son bras qui bouge. En plus, ici, on est quand même dans des îles où les croyances et les pratiques magico-religieuses sont extrêmement importantes. Donc, franchement, ça peut plutôt faire peur. Donc ça, j'évite. Je fais vraiment attention. Je prends grand soin ouais, c'est ça, prendre soin de l'autre qui est en face et de comment ça va être confortable et bien pour lui. Euh, Hyper inspirant. Alors, à t'écouter, j'ai mon esprit en arborescence qui part dans tous les sens, donc j'ai plein de questions que j'ai envie de te poser. Euh, j'ai l'impression que ce que tu nous dis en filigrane, c'est que toi, il y a des thématiques importantes sur lesquelles tu as décidé de te former, d'avoir des connaissances théoriques suffisamment solides. J'entends addiction et j'entends trauma, à minima, Oui, dans les ouais, deux. c'est Euh, vraiment ça. ok, c'est vrai que depuis que je suis formé en trauma, je fais malheureusement une formation un peu trop Et courte. les phobies Euh, aussi, j'aime ok. beaucoup ça. Super. En tout cas, le fait, même si la théorie continue d'avancer, parce qu'on a la théorie polyvagale, Oui, tout c'est à encore fait. vivant ces choses-là, mais le Le fait, somatic experiencing aussi, j'en parle beaucoup. effectivement, ouais, Peter Levine, euh, euh, depuis que j'ai fait cette formation, avant, il m'était déjà arrivé d'accueillir des gens qui soit venaient parce qu'ils avaient vécu des traumatismes, soit on s'en rendait compte dans l'accompagnement, et j'ai l'impression qu'avec enfin, la pratique de l'hypnose à peu près cadrée, on peut accompagner raisonnablement. Pour autant, depuis que j'ai fait l'effort et investi le temps et l'argent de me former de manière plus spécifique, c'est vrai que ça m'a donné une assise, une confiance et une idée du chemin qui a déjà été parcouru par de nombreuses personnes, probablement beaucoup plus intelligentes que moi avant, qui permet d'avoir effectivement, enfin, je trouve que c'est une source de confiance en soi et donc une source de confiance pour la personne qui vient nous voir. Si quelqu'un lui dit, écoutez, vu ce que vous décrivez, vous vous trouvez dans cette situation, la littérature scientifique nous donne plutôt ces chemins-là et ces chemins-là, et même ne serait-ce que l'espoir qu'on peut s'en sortir. Euh, Oui, alors moi je fais pas ça comme ça, tu vois, ça devient trop théorique pour moi, ça, comme ça. Alors je vais donner un exemple de comment je fais pour une personne qui vient pour un vrai problème addictif, hein, une addiction, avec les critères de l'addiction. En fait, déjà, le fait que je lui explique euh, bon, alors j'ai des petites choses, j'ai des outils hein, pour ça. Par exemple, il y a un super petit clip qui a été fait, je ne sais plus par qui, et un petit dessin animé qui montre comment ça se construit. Ouais, qui une chope la addiction. lumière, là, au départ, c'est très fort, et puis après, de Ouais, moins en moins, ouais, il est très exactement, c'est joli. Je mettrai le exactement lien ça. éventuellement pour ceux qui nous écoutent, c'est très Je beau. le Ouais. montrais, oui, je le montre aux personnes détenues hein, pour leur expliquer, ça leur parle. Et puis je leur explique que, mais c'est souvent, en fait, comme tu parles de choses qui leur est arrivées, parce que très souvent, hein, dans 95% des cas, l'entrée en consommation, par exemple, que ce soit cigarette, cannabis ou alcool, elle commence souvent dans l'adolescence avec les pères, les amis, les copains. On n'est jamais très à l'aise dans sa famille. Tout ça, ce sont des facteurs communs. En général, les personnes rencontrent. Donc déjà, tu parles de choses qu'ils ont vécues. Ça crée une accroche, tu vois, ça crée quelque chose dans la confiance, ça crée une écoute aussi. Et ensuite, expliquer comment la consommation évolue. Alors, au début, en consommation que tu penses, que tu maîtrises d'ailleurs, tu peux arrêter n'importe quand. Puis elle évolue peu à peu en une consommation où tu le fais de plus en plus, tu en as besoin de plus en plus. Déjà que tu en aies besoin de plus en plus, c'est que quand tu n'as plus de produit, il te manque, tu as envie. Donc, il y a vraiment une lente évolution ou pas, hein, ça peut être rapide aussi, voilà, en fonction du produit, en fonction de toutes sortes de choses. Et puis que peu à peu, tu en as besoin de plus en plus. Et puis avec le phénomène de tolérance, eh bien, ton corps, il va développer de plus en plus d'adaptation aux produits et donc un besoin plus grand. De là, il va y avoir aussi le phénomène de craving hein, qui est connu dans tout ce qui est addiction. Donc, c'est ce désir urgent et impérieux de consommer et qui va amener finalement à beaucoup de souffrances, à beaucoup de problématiques au niveau personnel, familial, social, professionnel. Et là, on commence à parler d'addiction. Tu vois, donc quand tu expliques ce parcours et puis que comment ça se construit au niveau neurophysiologique aussi, tu vois, comment la nicotine se fixe sur des capteurs et comment ça lâche de la dopamine, ça libère la dopamine, tu vois. Tu peux expliquer de façon assez simple
que en fait, ben, ça se passe aussi dans ton cerveau et que c'est quelque chose qui est même au-delà de ta volonté, de ta motivation ou ton fort désir d'arrêter de consommer. Juste ça, avec des mots très simples, sans parler de théorie ou quoi, tu vois, tu es vraiment en train d'expliquer ouais, une thématique qui a été largement scientifiquement étudiée, mais avec des mots très simples et qui parlent à tout le monde en fait. Je pense que beaucoup de personnes souffrent de quelque chose qui est assez ou compulsif ou addictif. Moi, c'était la cigarette. Je sais très bien ce que c'est que la difficulté. C'est horrible. Mais moi, aujourd'hui, 20 ans après, même je refuse littéralement de toucher une cigarette ou de. J'avais arrêté quand j'étais enceinte. Et je le dis, des fois, je partage cette expérience. Vous savez, le cerveau s'en souvient. Et c'était avec une fête 10 ans après avoir arrêté, une fête toute bête avec des copains et un petit peu trop d'alcool, ce qui a baissé totalement ma vigilance. Quelqu'un m'a dit, tiens, tu veux pas tenir ma clope pour moi, finis là si tu veux. Mais 3 jours après, je crois que je fumais comme 10 ans auparavant, mon paquet et demi de cigarettes ou un paquet par jour, avec première cigarette au réveil. Mon cerveau s'était totalement souvenu du bien-être, du plaisir et du truc. Et là, par contre, la deuxième fois, pour arrêter, ça a été une horreur. Pour arrêter, parce que j'avais plus pas l'excuse, mais la motivation du fait que j'avais un bébé, que je portais un bébé, voilà, tu vois. Donc, tu peux aussi des fois parler d'expériences que tu connais de gens ou de même toi-même, tu vois, des fois pour dire, vous savez, aujourd'hui, on le sait que la rechute, par exemple en matière tabagique, elle est souvent liée, si vous avez une consommation associée d'alcool, il va falloir quand même faire attention à votre consommation associée d'alcool, tu vois. Donc, tu as des connaissances théoriques, mais tu les utilises de façon très pratique dans, dans, dans ton accompagnement. C'est vrai que, alors, je ne sais pas si je me suis pas bien exprimé, mon idée c'était effectivement que on va pas faire de la théorie, on peut faire un peu de psychoéducation. C'est plus que d'avoir des points de C'est repère ça. théoriques, nous permet Oui, nous d'avoir une idée des chemins possibles et qui nous donne, je trouve, une forme de confiance en nous dans les chemins et dans l'outil et donc dans l'autre, qui elle-même est une suggestion forte. Et après, effectivement, c'est parfois pouvoir expliquer ou aider les gens à mettre des mots sur ce qui se passe. Et quand on oui, l'a vécu soi, c'est vrai quand il y a eu des attentats en France, j'ai développé pas une phobie parce que c'est pas allé jusque-là, mais j'avais entendu que ça servait à rien de se cacher derrière les poubelles parce que c'est des armes de guerre qui, des balles traversent les poubelles. Et moi, mon oui, cerveau a fait un lien un peu débile et j'ai commencé à imaginer qu'il pourrait y avoir des terroristes derrière les poubelles. Et j'ai vraiment senti le truc, tu vois, où consciemment je savais que c'était de c'est ça. l'imagination, que c'était très 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 peu probable, mais c'est pas ça qui m'a aidé en fait, parce que quand j'ai essayé de me raisonner, j'ai dit bah oui, mais en fait, t'as raison, c'est peu probable, mais c'est pas impossible. Et heureusement que ça faisait un certain temps que je pratiquais l'hypnose, du coup, un petit peu familiarisé avec les mécanismes de si tu essaies de résister, ça a tendance à amplifier. Oui, Et je me suis rappelé que c'était juste une partie de moi qui cherchait à me protéger. Et je lui ai mis un peu en miroir que quand je fais gaffe aux poubelles, je fais pas oui, gaffe au bus qui vient. Et c'est plus dangereux un oui, bus qu'un terroriste hypothétique. oui. Et finalement, ce truc-là, c'est un petit peu disparu de lui-même. Ça m'a, je crois, beaucoup aidé dans ma pratique parce que comme j'avais pas eu de difficultés majeures dans ma vie de perte de contrôle de cette manière-là, Oui, le fait de sentir, de toucher du doigt et de le vivre soi, déjà moi ça exact. m'a fait bien redescendre de mon piédestal, genre, modestement être humain comme les autres, Mm. et puis effectivement plus d'humanité vis-à-vis de nos clients qui Et viennent nous. d'expérientiel, c'est-à-dire Ouais. que tu vis, tu peux comprendre une fois. Alors, je dis pas qu'il ne s'agit pas de pas pratiquer, qu'on n'a pas vécu la même chose ou quoi, c'est pas ça que je dis, mais disons qu'il y a avoir souffert d'une addiction fortement, ou avoir souffert de la perte d'un proche fortement, ou avoir souffert de troubles alimentaires fortement, de compulsions alimentaires, eh bien, tu peux beaucoup plus, je pense, intégrer l'expérience ou comprendre en tout cas l'expérience de l'autre. Je ne dis pas que tu peux le comprendre de façon Mm. expérientielle. Je veux dire, dans ton être, dans ton corps, un corps qui a envie d'une clope, tu sais, tu comprends ce que c'est, tu as compris, tu vois ce que je veux dire, ou de sport ou d'autres choses. Je dis que l'accompagnement thérapeutique, de toute façon, et au Canada, ils sont vraiment très, très, très pointus là-dessus. C'est de l'humain à humain. C'est dans la relation d'aide, je pense que c'est vraiment important. Tout à l'heure, tu disais quelque chose quand tu as dit, moi, la confiance que j'ai en moi par rapport au cas théorique. J'ai envie de te dire que moi, la plus grande confiance que j'ai en moi dans ma pratique, c'est quand le contact se crée avec l'autre.
parce que quand le contact se crée, je sais qu'on va pouvoir avoir un super terrain de travail. C'est vraiment ça, moi, c'est le contact. Alors, on dit alliance thérapeutique, je ne sais pas pourquoi. Ouais, mais il y a vraiment voilà, le contact, le lien se crée de humain à humain. Et enfin, voilà, c'est vraiment ça pour moi, qui marche. Et dans ta pratique en institution, du coup, Hum. ça doit être encore plus important parce que c'est des gens, donc tu travailles avec des hommes qui sont emprisonnés Oui, parce qu'ils ont été violents, ils ont commis oui, des délits ou peut-être même des crimes. oui, Euh, peut-être que tu peux nous en parler un peu, juste un début de question pour ouvrir la porte et puis après tu nous raconteras ce qui te paraît intéressant. oui. Quand ils viennent, ces personnes, donc c'est des détenus qui sont dans des mécanismes d'addiction, qui sont addicts à la clope, Oui, au il peut y cannabis, à avoir des l'alcool. personnes qui ont des problèmes de sommeil et qui ne veulent pas passer par la voie médicamenteuse. Il Ok. peut y avoir des personnes qui sont phobiques, notamment le dentiste, ou claustrophobie. C'était très difficile quand tu es incarcéré, que tu es claustrophobe sévère. Ça Claire. donne lieu à des... Oui, il y a des personnes qui vont se blesser, qui vont déclencher des crises, je sais pas, d'épilepsie ou de... Tu vois. Donc, il y a un accompagnement qui se fait, qui doit être assez rapide, urgent, pour permettre de soulager ça, qui est quand même très problématique en prison. On a du mal à se faire l'idée. Quand on y pense, effectivement, ça paraît logique. C'est des gens qui viennent te voir, c'est eux qui sont à l'initiative, ils ont envie de venir te voir pour faire de l'hypnose, Alors, ou à la c'est base, des c'est ce qui soins un peu était imposés? prévu. Et c'était ce qui était prévu, c'était les médecins, quand ils le recevaient, qui en parlaient. Et puis, par rapidité, confort, maintenant, ils suggèrent, ils disent, voilà, on va vous faire une consulte par l'hypnothérapeute et vous verrez après ce que vous voulez faire ou pas. Et puis, moi, ça, en fait, quand je reçois les personnes, je peux faciliter aussi que eux puissent avoir intégrer un parcours de soins plus efficace, ne serait-ce que par exemple pour la préparation à la sortie, avec la mise en relation des organismes comme le XAPA, qui est, tu sais, ce sont les organismes qui accompagnent les personnes détenues dans leurs problématiques addictives, mais souvent c'est par obligation judiciaire. Ce sont des obligations de soins que va ordonner le juge, et ces obligations de soins, elles commencent à la sortie. Donc en fait, tu as des organismes qui interviennent en milieu carcéral pour créer un premier contact et faciliter ensuite à l'extérieur avec les organismes, enfin, leur pôle sur place pour faciliter le suivi de soins, tu vois. Et donc ça, ou alors leur suggérer fortement d'aller voir un psychologue, beaucoup, d'avoir un accompagnement psychologique ou psychiatrique s'il y a besoin d'un traitement médicamenteux, tu vois. Donc ça permet aussi de, comment on dit, d'informer les personnes sur que fait les équipes, hein, le font, mais on le fait aussi si on est la première ou le premier à recevoir personnes comme ça. Et Donc, très bien. Et du coup, c'est des gens qui sont demandeurs ou c'est des gens qui sont un peu pas forcés? forcément, ils connaissent pas, donc on leur en parle. Et puis ils peuvent. Alors moi, je leur en parle du coup de ce que je fais. Je dis jamais, je fais d'hypnose, je vais vous aider par l'hypnose. Je vais dire, voilà, on va parler de la problématique. Vous avez, disons, une problématique liée à l'alcool. Euh, Par rapport à ça, j'ai des outils qui peuvent être intéressants pour vous, ne serait-ce que pour le stress. Je commence souvent par le stress carcéral. Je demande souvent aux gens comment. C'est souvent des nouveaux arrivants. Donc, en fait, il y en a qui sont récidivistes, d'autres multirécidivistes. Et il y a des personnes, c'est des primo-incarcérations. Donc, tu vois, je fais en fonction. Et puis, je leur demande comment ils vivent la détention, l'arrivée. C'est difficile. Les personnes ont il y a vraiment ce qu'on appelle, ce qui a été étudié, hein, le choc carcéral. Hmm. C'est vraiment un choc émotionnel violent lié à l'incarcération, à la perte de repères, la perte du contrôle de sa propre vie, la sensation d'impuissance, de désespoir, de frustration, de tristesse, de colère, parce qu'il y a tout le vécu, il y a toute la rupture de repères, mais il y a aussi le vécu tout nouveau de leur situation carcérale, pourquoi ils sont arrivés. Il y a des personnes qui arrivent littéralement en choc traumatique. Il y a des personnes qui ont commis des actes involontaires, ils ne le souhaitaient pas, hein, des homicides des fois, et qui sont complètement sous le choc de ce qu'ils ont fait.
Il y a des personnes qui ont même oublié ce qu'ils ont fait et ils l'ont fait. Un truc tout bête, hein, mais vraiment fréquent, c'est homicide involontaire quand tu as bu de l'alcool au volant. Tu Au as tué volant, ouais. quelqu'un parce que tu l'as écrasé, bah oui, les conduites sous alcool. Et il y a des personnes que j'ai déjà vues qui avaient complètement, ils se sont en fait un jour réveillés un matin en ayant tout oublié de la veille, et c'est les gendarmes qui les ont réveillés pour les conduire en prison parce ils avaient écrasé quelqu'un. Tu vois, donc, et puis tu as la personne qui se réveille plus ou moins sobre et qui là réalise ce qui se passe, et c'est très, très, très compliqué. Drame, ouais. Tu vois, donc il y a toutes sortes de situations qui peuvent se produire où là, et puis on va me demander d'intervenir sur des choses plus spécifiques, dont justement l'apaisement. Puis le MDR est un outil, comme je le répète, vraiment très efficace pour ça. Euh, la pratique de l'accompagnement, c'est déjà assez exigeant en soi. On reçoit des gens qui sont souvent en souffrance, en vulnérabilité. J'ai l'impression que là, toi, tu t'es mise dans un contexte où 3 jours par semaine, c'est du lourd. Comment est-ce que tu Oui, t'es organisé pour prendre soin de toi, te protéger, alors rester oui, en bonne santé longtemps pour toi, pour tes proches aussi, pour le reste de la vie, ce genre de petits détails? qui a son, qui a son importance. Je m'interroge beaucoup sur ça en ce moment parce que en fait, quand on me demande qu'est-ce que tu aimes faire pour te, pour te faire du bien, te faire plaisir, ben moi c'est travailler. Donc, mais vraiment, j'adore lire dessus, me former dessus, inventer toutes sortes d'autres outils ou de trucs pratiques avec ça. Je travaille beaucoup, 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 donc ça occupe quand même beaucoup mon temps. Je me suis rendu compte que je faisais plus de sport, alors que j'en faisais quand même pas mal il y a quelques années, plus du tout même là. Ce qui me fait beaucoup de bien et en même temps me stresse pas mal, c'est de m'occuper de ma famille, m'occuper de ma maison. Donc ça, c'est quand même pas mal de choses à faire. Juste ça, c'est beaucoup. En fait, j'ai l'impression d'avoir toujours besoin de temps. Je dors pas beaucoup. Je me réveille très tôt. Je me réveille autour de 5 heures le matin et je me Waouh! couche. Ouais, Spontanément mais ou ça, en mode non, oui, morning, ça c'est morning spontanément. Bah, miracle? tu verras, hein, les jeunes parents, souvent, ils apprennent très vite. Et tu sais, aux Antilles, il y a un rythme de vie qui commence beaucoup plus tôt. Les premiers rendez-vous, c'est 7 heures du matin, voire 6 heures chez certains professionnels. Mais Ok. même à l'école, le collège, c'est 7 heures du matin. Tu vois, on est habitué de toute façon à se lever à la base très tôt. Et puis, donc, je le fais facilement, tu vois. À une époque, je dormais vraiment, vraiment très peu, mais c'est vrai que je dormais peut-être 3-4 heures par nuit quand j'ai commencé. Mais c'était mon rythme et maintenant beaucoup moins. Je crois que l'âge aidant, j'ai besoin de plus de temps de sommeil. Mais ouais, non, je fais pas grand-chose et sauf, je m'y remets parce que j'ai eu 2 ans d'absence de ça, mais je le faisais beaucoup. C'est comme toi, la méditation. Ok. L'auto-hypnose, j'en ai fait pas mal. L'auto-hypnose m'a énormément servi à résoudre des problématiques très profondes en psychothérapie, j'avais jamais pu. Ah ouais? J'ai l'impression qu'on a, oui, oui, et j'ai l'impression qu'on a des caps. À un moment donné, tu as des caps. J'ai commencé, je l'avais évoqué dans d'autres podcasts. J'ai commencé par la psychothérapie classique, hein, psychologue, psychanalyse. Euh, Mon grand-père était psychiatre, psychanalyste au Québec, donc j'ai quand même eu cette culture de ça, tu vois. Et puis peu à peu, je suis arrivée à un petit peu, comment dire, un palier où j'avais la sensation que je connaissais parfaitement tous mes problèmes, tous mes ci, tous mes ça, mais que en vrai, dans la vraie vie, il en demeurait quand même des empreintes et certaines Hmm. choses, dont le stress, l'hypervigilance, la facilité à très rapidement s'emporter, je pense notamment, enfin, s'emporter, tu vois, pas, évidemment pas physiquement, mais vite s'agacer avec les enfants, et qui pour moi sont des manifestations de, je pense que ce sont, en tout cas en ce qui me concerne, des manifestations d'anciens traumas. Tu vois, cette espèce d'hypervigilance où tu es toujours en hyperréactivité. Voilà. Et de là, j'ai commencé développement personnel. Le spirit est arrivé un peu malgré moi parce que, voilà, il y a 5 ans, comme ça, boum, d'un coup.
Et puis aujourd'hui, je reviens quand même pas mal à la méditation parce que très honnêtement, en ce qui me concerne, je n'arrive plus à. Je sens qu'il y a pour aller encore plus vraiment au plus, tu vois, derrière les mécanismes de protection, derrière il y a une énergie, voilà, c'est ça, c'est loin, loin. Il y a une espèce d'énergie, et cette énergie, elle est tellement puissante que je dis souvent, la conscience ne peut pas y avoir accès. Et moi, j'arrive à résoudre des choses lourdes, hein. Vraiment, j'ai fait un travail vraiment en symbolique. Ok. Donc, en hypnose ou en méditation, enfin plutôt en méditation, mais en symbolique. Parce que ce qui n'est plus accessible à ma conscience le devient par symbole. Et ça se met en place tout seul en méditation. Je ne peux pas affronter ça consciemment. Je ne te parle pas de théoriquement, je te Hmm. parle d'en charge énergétique. Tu fais un ensemble, tu prends un enfant traumatisé et tu rassembles en un petit point à l'intérieur de toi la totalité de l'énergie qu'elle a protégée ou accumulée liée à la colère, le désespoir, la tristesse ou tout ce que tu veux. Et, euh, et, 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 et tu imagines que quand ça vient à la conscience, c'est impossible. Et moi, je l'ai abordé comme ça et je suis sur un parcours un peu comme ça. J'essaie de me rapprocher de personnes qui ont ce type de méthode pour eux, hein, surtout. Je pense que, ouais. Et puis, je pense aussi que effectivement, quand tu veux travailler avec les autres et accompagner les autres, c'est très important de faire un superbe, toi, je sais que tu le sais, un super travail sur soi. Je sais, mais je l'ai appris un peu tardivement, donc j'ai mis un peu de temps à m'en rendre compte. J'ai l'impression que dans mon expérience personnelle, la transmission de l'auto-hypnose, c'est excellent. Pour moi, c'est un outil presque d'hygiène mentale, affective, émotionnelle, relationnelle important, et en même temps qui peut avoir ses limites. Je pense notamment quand on est sur des systèmes de protection qui sont trop sensibles. Du coup, dès qu'on commence à y aller, si on y va tout seul, pouf, ça les active. Ou si on a des angles morts, tu vois, des zones de soi qu'on ne connaît pas, même inconsciemment. Et à t'écouter, c'est une projection, hein, ça vaut ce que ça vaut, mais j'ai l'impression que si on veut tout faire en solo, on est probablement un peu à côté de la plaque parce que il y a aussi beaucoup de relationnel. Je pense aussi aux enjeux relationnels. J'ai l'impression que Oui, toi, le travail psychothérapeutique plus traditionnel t'a permis presque de préparer le terrain, de faire un peu les cartons avant le déménagement, puis après, tu oui, as 5 potes et tu déménages oui. rapidement, quoi. Je vais Euh, donner un exemple qui va te parler, j'ai déjà raconté, mais un jour, je me mets en auto-hypnose et puis, et alors je travaillais avec le swan, tu vois, donc je me posais des questions intérieures et puis j'avais le signal qui se faisait toute seule. Et puis, à ce moment-là, comment ça s'est passé? Oui, je demandais et j'entendais des voix qui me répondaient dans la tête, en fait, à un moment donné. Et donc, je demande comme ça, en pleine auto-hypnose, je dis, j'aimerais bien aller plus loin dans le travail, je voudrais aller plus loin pour pouvoir résoudre telle thématique, être plus calme, tu vois, déjà intérieurement, moins agité intérieurement. Et je disais, mais j'ai l'impression d'être allé au bout, là, je suis au bout, je ne sais pas quoi faire. Et j'entends, euh, il faut que tu te pardonnes. Ouais, c'est ça. Il faut te pardonner. Et je réponds donc dans ma tête, hein, je réponds, mais pardonner de quoi? Tu vois, je ne voyais absolument pas de quoi je pouvais me pardonner. Et j'entends te pardonner d'exister. Et là, mais j'ai eu une montée, les vannes, une rupture, un flot émotionnel, une sensation de tristesse infinie et immense qui m'a submergée, qui m'a tenue pendant 2 jours. Et après ça, j'étais beaucoup plus apaisée. hmm. Tu vois ce que je veux dire? Et ça s'est fait, enfin, j'étais en pure auto-hypnose. Je sais pas douce. Enfin, moi, je le fais beaucoup moins aujourd'hui, je travaille plus en méditation. Mais voilà, c'est mes outils à moi quand j'ai des petites choses. Alors après, évidemment, quand j'ai des trucs graves, tu vois, j'ai accompagné mon papa en fin de vie l'année dernière. Et j'ai fait une hospitalisation à domicile. C'était brutal et Waouh. rapide parce Ah que ouais, dis donc. c'était un cancer du pancréas. Et on venait de perdre ma maman que j'ai accompagnée aussi. Et elle, pour le coup, j'étais avec elle quand elle est partie. Mon père aussi, mais il était à la maison, mais c'était pas moi qui étais avec elle, c'était ma fille. Avec lui, pardon, c'était ma fille. Mais si tu veux, j'ai eu de façon très rapprochée la perte. En 1 an et demi, j'ai perdu mes 2 parents.
Je me suis séparée avec mon mari, ça faisait 25 ans, tout ça en 1 an et demi. Et puis, j'ai eu une rupture familiale très forte suite. Qu'en fait, si tu veux, le choc était fort. Et là, bah, je suis repartie sur un accompagnement qui a été très rapide, mais je me suis tout de suite fait accompagner parce que je travaillais en même temps. Et c'est pas évident de travailler avec des problématiques très lourdes. Et comme par hasard, en 6 ans de pratique, je n'avais jamais eu un accompagnement. Quand c'est arrivé, j'ai eu un monsieur qui était en train de partir en milieu carcéral d'un cancer du pancréas. Tu vois, le truc improbable qui arrive au moment où moi ça arrive aussi, tu vois. Donc, j'ai pris un accompagnement qui m'a permis vraiment de dépasser la souffrance extrême de perdre tous ces êtres chers d'un coup, tout en devant travailler sur des problématiques extrêmes. Euh, voilà, tu Quand tu dis vois. que tu as pris un Je n'hésite accompagnement, jamais à me faire accompagner. c'est ça, par quelqu'un d'autre, avoir un soutien Un extérieur. psychologue ou Ouais, un psychothérapeute, en l'occurrence, c'est pas un psychologue, c'est une gestalt, excellent. Vive la tu vois. Gestalt. Oui, Il y a déjà quelques interviews avec Irène Cazenave notamment et Pauline Vialet qui sont ouais, Gestalt thérapeutes et ma, ma- super. ma dernière séquence d'accompagnement était en Gestalt et ça m'a ouvert Mm. plein de portes sur moi bien sûr et sur la pratique de l'accompagnement. Donc j'encourage Oui, tous nos auditeurs auditrices à aller jeter un petit coup d'œil du côté de la Gestalt. oui, C'est vraiment très inspirant. On se rapproche tranquillement de la fin du oui, temps qu'on avait ensemble. Euh, oui. Tu l'as pas nommé, alors, je te dis un peu en vrac les deux, trois derniers items. Tu l'as pas nommé, tu as dit travail sur soi. J'ai l'impression aussi que ça vaut le coup, c'est souvent le cas dans ces podcasts, on le rappelle, l'importance de la supervision. Oui, Toi, c'est quelque chose que tu pratiques, tu oui, supervises et tu es oui, oui. supervisé aussi. Non, alors supervise, j'ai fait un tout petit peu, mais vraiment, la supervision, c'était vraiment plus essentiellement pour tout ce qui est hypnose et comment accompagner, Ok, comment comprendre, comment pouvoir amener quelqu'un en hypnose. Ce type de supervision, elle n'est pas je crois, si simple que ça. Et je pense que si tu veux une supervision en hypnose, comment amener les gens en hypnose, va voir, moi j'ai toujours eu ça pour idée, va voir les personnes qui sont reconnues sur la place, qui sont de bons hypnotiseurs. Il y en a plein sur sur les groupes. On les connaît tous, hein, je ne vais pas les nommer pour ne pas faire de jaloux, mais il y en a plein. Enfin, plein. Des bons, il y en a quelques-uns, on les connaît. Il suffit d'aller dans leur formation. Il y en a plein voilà, qui sont reconnus. Et pour moi, si tu veux être supervisé en thérapie, j'y reste. Hein. C'est des personnes, des praticiens qui sont réellement compétents en thérapie, gestalt, psychologue, peu importe, mais les formations des professionnels de santé, il y en a. Moi, je me forme énormément à l'IREPS, beaucoup. Par exemple, en entretien motivationnel, j'ai repris une formation à l'IREPS. L'IREPS, ce sont des organismes pour les personnes qui interviennent donc, moi, je peux y aller, tu vois, il faut se rapprocher de l'IREPS, mais tu as des formations en addicto, tu as des formations en promotion de la santé, en prévention de la santé. C'est super intéressant. Chaque région en a. Ce sont des organismes, il me semble, qui sont affiliés en général avec l'ARS régionale. C'est avec eux que je crée des projets, des programmes, des choses comme ça, voilà, en collaboration. Tu vois, par exemple, moi sans tabac, et là, je me suis rapprochée, je le dis, hein, de Jordan Véro, qui pour moi est un excellent euh, hypno en tout ce qui est induction rapide. Et honnêtement, je suis tellement, ça fait tellement longtemps, enfin, ça fait 2, 3 ans que j'ai pas pratiqué en street. J'en fais plus, j'ai perdu un peu l'habitude. Je suis dans mon plan Hellman et mes paupières collées. Du coup, tu vois, je vais contacter. Je lui ai déjà dit, Jordan, s'il peut, pour avoir quelques pistes, tu vois, pour reprendre un peu les bases des inductions rapides, en fait. Tu vois, donc je cherche toujours des solutions, mais je pense que quand on a besoin d'avoir un accompagnement pour comment accompagner quelqu'un en, en, en thérapie, il faut aller voir des personnes compétentes. Moi, j'ai vu des choses, moi, qui me semblent complètement aberrantes, des personnes qui ne sont pas thérapeutes, qui hypnotisent très peu. Même, tu vois, il y a pas longtemps, je pensais à ça, tu vois, ce courant un peu de développement personnel, de dire bah, j'en ai rien à faire, moi je suis moi, et puis il faut que je m'assume, et puis je trouve ça même limite dangereux, parce que j'ai d'ailleurs un cas comme ça où il y avait quelqu'un chez nous qui avait pris les formations de Franck Lobvet et qui
et que je connaissais bien, et puis qui avait fini par dire et annoncer à tout le monde, ben maintenant j'en ai plus rien à faire, c'est moi. En gros, hein, c'était moi et ma gueule, moi je m'assume maintenant, et puis les gens devront s'adapter à moi. Il y allait à la base parce qu'il avait beaucoup de problèmes relationnels avec les filles, et puis très courageusement, et puis très tout plein de ces nouveaux apprentissages, il avait commencé une relation, le truc est parti en totale sucette, et puis il s'est effondré, il est parti en dépression. Il y a un moment donné, il faut bien comprendre que ce type de travail-là, euh, pour moi, éloigne énormément du lien à l'autre, de la rencontre, d'être capable de rentrer en connexion et en lien. Je ne dis pas que c'est pas bon hein, d'apprendre à s'assumer, d'apprendre à toutes sortes de choses. Et puis, j'ai très peu été voir parce que de toute façon, l'énergie, même la philosophie même de tout ça ne me convenait pas. Euh, pour le, quand je dis pas à moi, évidemment, enfin pas évidemment, mais je veux dire pas à moi, mais pour tu sais, j'aime bien orienter les gens souvent, mais en fonction de la thématique. Je vais les orienter vers un psychologue, vers la gestalt, en fonction de ce dont ils ont besoin, vers un addictologue, tu vois. Et ça, pour moi, c'est pour ceux qui souhaitent faire de la pratique psychothérapeutique en utilisant l'outil hypnose. Je ne crois pas que ça soit vraiment pas par ça qu'il faille commencer. Vraiment pas. Vraiment pas par ça. Tu veux dire quoi par ça? Bah, ce type de façon d'aborder des pratiques de développement Ah oui. personnel, J'ai l'impression que les deux extrêmes sont toujours un peu à éviter. En tout cas, ce qui est probable, c'est que j'ai l'impression, dis-moi si ça correspond à ton vécu ou à ta représentation. Au début, quand tu apprends l'hypnose, on apprend beaucoup à sortir de soi, s'oublier pour laisser la place à l'autre. Et parfois, dans ce mouvement-là, ça peut être un peu extrême. Et du coup, j'ai l'impression qu'ensuite, presque dans une temporalité, finalement, quand tu t'es entraîné à être beaucoup en tri sur l'autre, beaucoup à l'écoute de l'autre, tu t'entraînais à pas faire de projection aussi, parce que c'est un en des fait, gros moi, c'est dangers. surtout à ça, pendant que tu parlais, c'est surtout à ça que je pensais. C'est s'entraîner à reconnaître ce qui nous appartient et ce qui appartient à l'autre. Et j'ai l'impression qu'une manière plus facile d'éviter de faire des projections, bah, c'est de se priver un peu, entre guillemets, Connaître. de s'assécher ou de se retenir de ce qui est de nous. Et probablement que c'est pas inintéressant, notamment dans la période d'apprentissage. Et puis une fois qu'on s'est bien entraîné, un peu comme le langage suggestif, le langage hypnotique, une fois que tu as fait tes gammes et que tu en as fait 50 000 des inductions et des plus de ceci, plus de cela, et que tu as travaillé la technique, après tu peux t'autoriser un peu à l'oublier parce qu'elle est intégrée d'une certaine manière. Et j'entends, mais Pour c'est moi, peut-être. c'est Vas-y, c'est vraiment, il y a une question de, comment dire, c'est pas se priver, se retenir ou quoi, c'est une question de tellement bien se connaître de l'intérieur, le type de pensée qui va émerger, de sensations dans le corps. Quand tu es en accompagnement et que tu as des larmes qui coulent des yeux, et je dis pas pleurer forcément, parce que des fois ça peut être juste des larmes, mais tu n'as aucune sensation c'est de comprendre d'où ça vient. Qu'est-ce que l'on dit qui touche? Est-ce que ça est-ce que ça résonne quelque chose? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Est-ce que ça va chercher quelque chose? Et la méditation est très bien pour ça, parce que tu as une dissociation de toutes sortes de choses qui se passent, de tes sensations physiques, de tes pensées. Je lisais, j'essayais de pratiquer, mais c'est hyper difficile, des méditations qui vont sur l'origine de la pensée, Hmm. de suivre de suivre le démarrage, l'origine de la pensée. Et dans les traditions orientales, on dit qu'en dessous, c'est ça, cet espace de néant absolu ou de tout en même temps, où il y a plus rien, à l'origine, en dessous du démarrage de la pensée, qui émerge comme ça vers la conscience. C'est fabuleux. Bon, j'y arrive absolument pas, évidemment, mais mais l'exercice d'essayer de le faire m'a tout de même appris à aller bien plus loin au moment où les pensées commencent à émerger à la conscience, d'où ça vient, pourquoi, quel stimulus extérieur ou interne m'a amené ce type de pensée. Pour ceux qui nous écoutent, en tout cas, je vous encourage à tester ça. C'est vrai que les rares fois où je l'ai testé, j'ai eu l'impression que, en étant curieux de où vient la pensée,
il y a un mécanisme surprenant, c'est que du coup, dans mon expérience, encore une fois, ça l'a un peu annihilé. C'est-à-dire que si tu essayes d'empêcher les pensées, t'en as Ah encore oui, plus. Par contre, ah si t'es complètement. curieux, mais tiens, d'où elle vient, c'est comme si le truc qui pense fait, oula, on me regarde, Oui. du coup, il s'arrête un petit peu. Alors, il y a un truc pour le faire. Donc, tu Vas-y, as une vas-y. pensée, tu Ouais. es, en méditation, tu as une pensée, et en fait, au moment où elle part, c'est se dire d'où viendra la pensée suivante. Tu te demandes d'où vient la pensée suivante. Et en fait, au moment où tu te dis ça, entre les deux pensées, il y a un tout petit temps, il y a un tout petit temps, et c'est ce petit temps entre deux pensées qu'il faut apprendre à étirer et vers lequel se diriger. C'est super intéressant. Bon, comme je te dis, j'y arrive absolument pas, hein, mais en tout cas, j'essaye. Je crois que c'est un entraînement. J'avais trouvé beaucoup de douceur dans les stages de méditation où ils nous disent quand tu vas méditer, il y a trois choses qui peuvent se passer. Tu peux rester dans ta méditation, tu peux partir dans tes pensées ou tu peux décrocher dans le Mm, sommeil. Et tu vas mm. partir dans tes pensées. Il y a des moments où tu vas décrocher dans le sommeil. Quand tu t'en rends Oui, compte, c'est pas grave. C'est le mécanisme naturel de ton esprit. Tu en oui, prends conscience, tu reviens à l'objet de ta oui, méditation. Et j'avais trouvé que justement, ça m'a permis de sortir de l'idée de performance, entre guillemets, comme si on devrait réussir la méditation, alors que oui, ces échecs apparents sont tout à fait une partie intégrante de la oui. méditation et que voilà, cet entraînement que tu décris, il est bénéfique en soi. Euh, En tout cas, j'ai l'impression que tu nous disais à mot couvert, après je voudrais bien que tu nous dises un peu des éclairages culturels, parce que tu l'as dit à demi-mot, et puis ensuite, si tu as un ou deux conseils, puis on verra pour finir Oui, l'interview. Euh, que le... Alors, ça peut être fait par un travail personnel, ça peut être fait par des dispositions de personnalité. En tout cas, quand on n'a pas fait ses études, quand on ne connaît pas l'hypnose, quand on ne s'intéresse pas à l'accompagnement et à la relation, on a tendance à projeter à tout va, on interprète, on croit savoir pour l'autre, etc. Dans l'apprentissage, on essaye de détricoter ces mécanismes pour rendre notre accompagnement, notre présence la plus pure, la moins projective possible. Et une fois que cette posture est à peu près entraînée, parce que c'est comme le lait sur le feu, il faut toujours être très vigilant, on n'est c'est jamais à l'abri ça. d'une projection. Ensuite, j'ai l'impression qu'il y a une étape de l'accompagnement, j'ai l'impression d'avoir entendu plusieurs personnes en parler, je l'ai vécu moi, où on va pouvoir remettre un peu plus de vie, remettre un peu plus de soi, mais mesuré au service de Complètement. l'autre, quoi. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. Il y a vraiment, oui, ouais, ouais, dans ce parcours-là, ce cheminement-là, oui, je pense. C'est même important de remettre de soi, de ce qu'on est, mais de ce qu'on est dans la. Alors moi, je dirais de ce qu'on est dans l'accueil et la chaleur humaine, en fait. Pas de ce qu'on est, de nos convictions politiques, religieuses, voilà. De ce qu'on est dans la capacité à être à l'autre, avec l'autre, à l'écoute de l'autre. Et il y a cette chaleur. Moi, j'ai vraiment un intérêt immense pour l'autre en face, quel qu'il soit, tout le temps, tout le temps. Mais je suis curieuse de l'autre tout le temps. Ma mère, je le redis, ça aussi, j'ai souvent dit, mais ma mère, quand j'étais toute petite, j'avais 2 ou 3 ans, elle me disait, mais arrête, j'allais voir les gens en disant, mais t'as combien d'enfants, tu fais quoi dans la vie? Et puis elle me disait, mais tu seras une très bonne policière parce que tu poses tellement de questions. Et je posais, et même encore aujourd'hui, je me vois des fois, je dois faire attention à mon rythme de questions. C'est pas de la curiosité, c'est je suis très curieuse de l'autre et comment vous avez mis en place ce système de consommation excessive ou d'addiction dans un tel parcours incroyable, avec des choses dures, mais dont les personnes s'en sortent. Les personnes ont des ressources, vraiment, vraiment, d'être en vie sur certains parcours, d'être en vie déjà, il fallait avoir des ressources. Parce qu'il y a des gens qui vivent vraiment, mais c'est vrai, qui vivent des choses absolument incroyables, mais dans le sens épouvantable. Je me dis, mais comment un enfant peut survivre à ça? Comment, tu vois, les parcours, les personnes qui souffrent d'addiction en milieu carcéral, mais je veux dire, sérieuse, je crois qu'il n'y en a pas une qui, qui n'a pas un parcours terrible de violence, de violence quelle qu'elle soit, de drame, de violence contre lui, dans son entourage. C'est vraiment terrible. Et il y a des gens, je me dis, mais comment ils ont pu survivre à ça? Et ils l'ont fait. Alors oui, la résilience, et comment, et c'est les amener à se dire, ben, aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez pour vous? Et puis il y en a qui ont absolument pas envie de changer et c'est très OK comme ça parce que, pas pour la société évidemment, mais je veux dire, on n'y peut rien. En tout cas, à mon niveau, hein, évidemment. Mais c'est de comprendre aussi que dans les stades du changement, on n'est pas au même niveau. Toi, tu sais un paquet de trucs quand tu vas accompagner quelqu'un, tu as tes idées, tu as ce qui est bon pour lui, ces trucs, mais lui, il n'en est pas là. Et c'est comme, tu vois, ça me fait penser à ma situation personnelle. C'est comme se mettre en couple.
quelqu'un qui se met en couple, qui a été précédemment et depuis très peu de temps vient de se séparer d'une relation de plus de 20 ans de vie commune, qui se met en couple avec quelqu'un qui se met en couple avec quelqu'un qui lui, ça fait 10 ans qu'il est célibataire et que maintenant il a envie de s'installer dans quelque chose de... Ben, on n'est pas au même stade. Ben, c'est pareil pour le changement quand tu es en accompagnement. Toi, tu as peut-être avancé, tu as peut-être évolué, t'as peut-être... La personne qui est en face, elle est à un stade très particulier de son cheminement personnel qui inclut euh, voilà, ce qu'il consomme, ce qu'il est comme personnalité. Et avant qu'il y ait du changement, bah, il faut comprendre comment ça s'est mis, qu'est-ce qu'il veut, et puis qu'est-ce qu'il a envie d'être accompagné pour que ça soit acceptable pour lui et pour vouloir faire ce bout de chemin-là. Il y a toutes sortes de, tu vois. Ça me donne envie de te questionner, parce que c'est vrai que tous les stades de pré-contemplation, contemplation, quand c'est pas encore un problème pour la personne, c'est sûr que ça s'accompagne de la même manière. Bah Ça oui, s'accompagne pas de la même manière c'est que quand ça. la personne, elle a déjà arrêté plusieurs fois, qu'elle s'est rendue compte du côté néfaste de Exactement. l'habitude et Mais tout c'est ça. valable pour tout, hein. C'est Ouais. valable pour tout changement. C'est valable pour, tu es dans ta vie, tu es papa, tu as envie d'être beaucoup plus patient, calme, posé, parce que tu t'énerves facilement. Ici, il y a quand même pas mal de violence encore physique sur les enfants. Comment tu accompagnes ce changement? Comment la personne, elle envisage le changement ou pas? Parce il y en a qui pensent qu'ils n'ont absolument aucun problème. Mm, mm. Tu vois, donc c'est valable pour tout changement ou même sportif, tu as envie de te mettre à faire du sport et pourquoi tu résistes, pourquoi ça marche pas, pourquoi tu sais que c'est bon pour ta santé mais tu vas pas, Là, c'est on est pareil. au cœur de nos enjeux, je dirais, habituels. Euh, Comme tu as une position géographique à minima assez extraordinaire, Ouais, est-ce que si jamais tu as eu un vécu sur les enjeux culturels, c'est vrai que l'hypnose est quand même un objet culturel ouais, occidental de la fin du 19e, ouais, fin du 18e, enfin, et c'est vrai que ça se pratique par exemple en individuel souvent, alors à Mesmer c'était quand même souvent en groupe aussi. oui, Dans les sociétés plus magico-religieuses, je pense à l'animisme, etc., quand il y a un sorcier, c'est quand même plutôt des transes de groupe. Je crois qu'aux Antilles, du coup, il y a un peu un mélange de ces deux cultures. Toi, est-ce que c'est quelque chose que tu oui, ressens à la fois en prison ou en cabinet oui, de ah mais guide? oui, ah là là, mais tout le temps, mais vraiment beaucoup, c'est très imprégné ici, puis j'ai grandi ici, donc j'ai quand même une forme de bagage culturel de ça aussi. Moi, j'ai vraiment, puis mon papa était vietnamien, donc il y a le culte des ancêtres, il y a quand même, Ok. j'ai quand même des, tu vois, donc c'est quelque chose pour moi, est naturel d'évoluer là-dedans. Et dans la pratique de l'hypnose, j'essaye vraiment, vraiment de rester au plus proche de ce que la personne apporte, pardon. Tu vois, il peut y avoir des... oui, 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 carrément. Alors, même, tu vois, j'ai eu à travailler dans les 2 dernières années peut-être 3 cas de paralysie du sommeil, tu Ok. vois, Ouais. en prison, en cellule. Et bah, l'hypnose, j'ai remarqué, ça marche vachement bien. J'en ai eu en cabinet, ça marche super bien. Il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup de séances, mais tu rentres dans ce qui fait peur, ce qui machin, et tu joues sur... Et ben, ça marche hyper bien. Les cas que j'ai eus, c'était souvent des personnes qui faisaient ça et qui redéclenchaient ça lié à des Mm. événements difficiles hein, en prison, des agressions, des attaques, voire des homicides. Donc, il y avait ça. Il y a pas mal de personnes aussi qui vont vouloir avoir des contacts avec leurs défunts, des choses comme ça. Euh, Pas en milieu carcéral du tout, pas en institutionnel. Et puis, vraiment, je serai de toute façon mais très prudente avec ça, dans le sens où voir vraiment derrière ça ce que la personne, ce qu'il y a comme souffrance, en fait, réellement. Moi, Oui. ça va être plutôt ça hein, qu'on va... Et puis, je redirige très facilement vers un psy en institutionnel. Et en cabinet, bah, c'est de travailler avec l'outil hypnotique et puis ce type de croyance et puis c'est même pas une question de croyance, c'est des gens qui ressentent vraiment certaines choses, et ben on travaille dessus. Hein. Ok, excellent. C'est juste que je crois que j'avais entendu Cyril Champagne évoquer cette idée-là, que puisque dans certaines cultures, la pratique du soin thérapeutique se fait plutôt dans des situations de groupe, Groupe?
le fait Mm. d'être en individu, en gros, t'es le sorcier, t'es la sorcière, t'es la chamane. Non, 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 pas Non, du tout. il y a pas de Non, non, cet ça se enjeu-là. passe, non, non, ça se passe pas du tout comme ça. Tu sais, si les gens ont besoin de sorciers, chamans ou quoi que ce soit, ils y vont. Ils peuvent On a pas. un monsieur ici qui est très particulier. C'est un ancien kiné, enfin, il est toujours kiné et il a 8 mois d'attente. Aujourd'hui, il passe par un site. Il y a un jour où il prend chaque mois en 2 heures, c'est bouclé. Il a tout son rendez-vous pour les prochains mois. C'est un truc de fou. Et ce monsieur-là, j'ai eu son contact par le monde médical. C'est les médecins. Tout le monde va voir ce gars-là. Il est incroyable. Il résout des problématiques somatiques. Et ces médecins et psychologues vont voir cette personne-là. Tout le monde va voir cette personne-là, en fait. Et, euh, et c'est encore une fois ce que je dis. Qu'est-ce qui fait que sa liste d'attente, elle est pleine comme ça? C'est le succès. Tu ressors avec une problématique somatique, c'est terminé. Et il fait de la, puis je te dis, c'est mes collègues, enfin, c'est les gens avec qui je bosse et des personnes vraiment du monde voilà, médical qui m'ont dit, va voir, tu vas voir, il est vraiment, moi j'y allais par curiosité et c'est assez extraordinaire. C'est-à-dire, il fait ce qu'on appelle de la kinésio, Mhm. mais il met les mains au-dessus du ventre et il te dit tout dans ta vie, à quel âge tu as eu quel trauma. Et tu n'as rien dit. Moi j'ai fait exprès de y aller sans strictement rien dire. C'était hallucinant. J'ai une amie psychologue qui a envoyé, qui a été pour son petit bébé nourrisson qui dormait pas la nuit. Ça a pris une séance. Le gamin, du jour au lendemain, s'est mis à dormir. Il est hallucinant. Et il y a des gens comme ça qui ont des dons, des particularités. Et ici, il y en a quand même pas mal. Donc, tu vois, j'ai pas besoin de jouer à ce jeu-là. Il y a Ouais, des t'as gens raison. qui savent très bien y faire. Moi, je suis hypnothérapeute et c'est tout. Et les gens qui viennent me voir, c'est pour ça. Excellent. Pour finir en beauté, tu en as déjà délivré un certain nombre, je pense plus que ce dont on a conscience, des pépites, j'entends. Euh, je te propose deux questions en une, je te laisse te débrouiller avec ça. Oui. La première, c'est si tu avais voilà, un ou deux conseils pour les gens, alors c'est peut-être plutôt pour des gens qui débutent, qui s'installent ou qui envisagent de s'installer. Après, si tu as des conseils pour des gens qui ont plus de bouteilles. Et je te laisse réfléchir en te posant la deuxième question. C'est s'il y a un thème qu'on n'a pas abordé qui te paraissait important ou une question que tu aurais aimé que je te pose. Comme ça, on Mhm. s'assure on finit Oui. l'interview en ayant, j'espère, couvert les choses qui étaient les plus importantes pour toi. Non, je pense que voilà, on a fait un petit peu le tour. Pour les personnes qui débutent, même aujourd'hui, tu vois, dans ma simple ville qui est toute petite, je crois que maintenant il y a une 10, 20 hypnothérapeutes. Mais je dis souvent aussi, ben, c'est parce qu'il y a beaucoup de besoins. Il y a beaucoup de plus en plus de besoins. Et vraiment, je pense qu'il y a de la place et du travail pour tout le monde. Je vois beaucoup j'ai l'impression de, de guerre pour essayer d'aller chercher ou de ci, de ça. Je pense qu'il n'y a pas besoin. Je crois, je trouve qu'on oublie très rapidement le fait que le succès d'une entreprise fait une hypnose qui marche très très bien, mais qui résout réellement la problématique de la personne. Pas juste, bah, on a parlé pendant 1 heure et puis la personne, ça lui a fait du bien. Tu vois, et ça, je l'ai beaucoup entendu, qui résout la problématique. Très rapidement, la personne qui est venue te voir, elle va en parler à toute sa famille. Et tu auras tous ses amis, sa famille qui vont venir. Et ça va commencer comme ça. C'est vraiment ça. Et pour pouvoir avoir ce succès-là, ben, il faut être un bon hypnotiste. Et pour pouvoir aller un petit... Ben oui, moi, je dis souvent, il vaut mieux travailler une seule thématique très, très bien et devenir excellent dedans. Et comme ça, tu auras la clientèle de cette thématique-là, plutôt que d'aller t'éparpiller dans toutes sortes de choses et puis, tu vois, et puis être... et puis devoir courir, et puis qu'il n'y a pas de monde, et puis que ben, les gens, ils annulent, et puis tu vois, il y a des gens en Ouais. cabinet, ils n'ont pas peur qu'il n'y a pas d'annulation. Il n'y a pas d'annulation parce qu'ils savent qu'ils ont une liste d'attente derrière et quand il y a une annulation, ils remplacent directement. Tu vois ce que je veux dire? Et il y en a qui, les personnes n'annulent pas parce que c'est tellement important d'aller à ce rendez-vous-là que. Mais ça, c'est parce que la personne est efficace. Il y a vraiment une question d'efficacité. J'ai parlé avec des personnes qui me disent, je trouve ça dingue, tu vois, il n'y a pas très longtemps, il y a un monsieur qui m'a contacté, il m'a demandé, il voulait faire un package de 10 séances, il était sûr qu'il avait, que pour un trouble du sommeil. 10 séances, je vous paye tout en une seule fois. Et je lui dis, bah non, non, moi je ne travaille pas comme ça ne va pas. Et il a insisté, insisté, c'était quelqu'un qui était très psychorigide. Et pour, tu vois, pour finir avec ça, je lui dis, écoute,
on va déjà commencer par 5 séances, on verra ensuite. Ben, je te paye tout de suite. J'ai dit, si tu veux, mais c'est pas nécessaire, mais on commence par une séance. On a fait une séance et il m'a dit, je reviens, il est revenu. Et quand on a terminé au bout de la deuxième séance, je lui ai dit, tu vois, c'était pas nécessaire. Mais j'aurais pu lui prendre son package ou quoi. Et j'ai entendu des gens dire, bah, moi, je nourris le truc pour que ça s'étende dans le temps mais ça finira, les gens finiront instinctivement par pas venir, mais parce que c'est pas efficace, en fait. C'est pas efficace. Tu te fais du mal à toi à ta pratique, à ta propre pratique personnelle quand tu fais ça. Le vouloir fidéliser à tout prix, ça n'a aucun sens dans, pour moi, si tu veux, le bon thérapeute, hein, hypnothérapeute en l'occurrence, c'est celui qui a vraiment à cœur de, d'aider une personne le plus efficacement possible à, à se débarrasser de la souffrance liée à la problématique pour laquelle il vient te voir. Et je ne suis pas sûre aujourd'hui réellement que ça doit prendre du temps. Oui, avec certaines personnes, certaines problématiques, hein, mais j'ai vraiment vu des cas de transformation de personnes durables, hein, notamment cette personne c'est vraiment qui est venue une seule fois envoyé par son médecin pour une problématique d'addiction à l'alcool. Et on a fait, même pas de l'hypnose. Là, je suis claire, hein, et je ne m'y attendais pas du tout, lui non plus. On a échangé. Et en fait, je l'ai juste amené. En fait, je ressens très facilement d'où l'origine d'où ça part, en fait. Tu vois, c'est pas compliqué. Après, il suffit de poser les bonnes questions. C'est là depuis quand? Et puis après, tu regardes. Ben Il s'est oui, passé c'est quoi? la question ultime. C'est là depuis quand ton truc? Tu vois, avant, tu n'étais pas comme ça. D'un coup, tu es devenu comme ça. Ça s'est mis quand? Plus c'est près dans le présent, plus c'est facile parce que c'est quelque chose qui est arrivé. Plus ça va loin dans le passé, plus là on est dans du complexe et là il faut faire autrement. On est vraiment dans de la thérapie et toutes sortes de choses. Mais ce que je veux dire, c'est que bah, lui, c'était depuis 5 ans, il est une personne de 55 ans et ce qui s'est produit, ben, c'est qu'on a pu en un échange, en une séance, mettre le lien sur le fait que ben, c'était pas du tout lié à son travail, bien au contraire, puisqu'au travail il buvait pas, c'est quand il rentrait chez lui le soir. Et la vraie thématique, c'était son lien dans son couple, son lien à sa femme. Une semaine après, il redemandait un deuxième rendez-vous. Il me disait qu'il n'avait pas consommé depuis une semaine. Ça a été jamais arrivé. Et j'ai reçu, il y a 8 mois à peu près, j'ai reçu un message me remerciant parce que ça faisait un an qu'il n'avait jamais pu consommer d'alcool. Ben, mais ça, franchement, c'est de l'exceptionnel. C'est pas lié à moi. C'est pas lié à l'hypnose. C'est lié parce que le type était prêt et puis qu'il a eu la conscience d'où ça venait. Il avait de très grandes ressources et il a eu l'intelligence. Voilà, tu vois. C'est pas de la magie qu'on fait, mais il y a de jolies petites choses parfois. Et voilà, je pense que le secret, c'est d'être à l'écoute de soi et avoir le cœur grand ouvert à l'autre. Ma foi, Karine, je ne vois pas de meilleurs mots pour finir cette interview. Merci du fond du cœur pour ta générosité, que tu as accepté qu'on se rencontre et de venir nous parler de ta pratique et de ta vision. J'allais Mm. dire que j'allais mettre les liens, mais il n'y a pas beaucoup de liens te concernant. En tout cas, vous pouvez retrouver Karine notamment sur les réseaux sociaux. Oui. Et n'hésitez pas à Merci à toi, en tout commenter. cas, de m'avoir invité, d'avoir pensé à moi pour ce podcast. C'était chouette. Merci, Adrien. C'est venu un peu d'une intuition, et puis tu vois, on a dit qu'on essaierait de faire court, et on a quand même fait une belle heure et demie, donc je pense que Oui, voilà, l'intuition était assez fondée. Je suis ravi au passage d'avoir mieux fait ta connaissance. On se connaissait un peu par les oui, réseaux, mais pareil. impression de te Oui, connaître. Et j'encourage évidemment nos auditeurs, nos auditrices, n'hésitez pas, c'est les us et coutumes des réseaux sociaux. Vous pouvez liker, oui, partager, commenter, n'hésitez pas à nous interpeller si vous avez des questions. Euh, dans la mesure du possible, oui. moi, je sais que j'aime bien pouvoir maintenir l'échange. Donc Super. merci encore, Merci c'était vraiment infiniment. très chouette. Bel après-midi à toi. Bye bye. Merci, salut à toutes et tous, bye. Salut.